Bonjour tout le monde. Bienvenue à une réunion officielle de PLP. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, comment se fait que vous faites autant de réunions que ça, ou vous répétez la même chose? Puis ma réponse est, on veut s'assurer qu'on donne le plus d'opportunités possible aux gens d'entendre, puis d'essayer d'expliquer ce qui a été fait. D'ailleurs, ce soir, fait suite à d'autres rencontres, et ça fait, je crois, c'est pratiquement 2 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. À peu près 2 ans. Il y a eu une multitude de réunions à l'interne avec la CSR et avec l'urbanisme. Mais à partir de septembre, on a eu des réunions ici, à Alcida, à Robertville. Puis les gens ont fait des commentaires. Ce soir, on va, en plus du premier document qu'on vous a présenté quelques semaines passées avant les fêtes, on va vous montrer qu'est-ce qu'on a changé depuis. On n'est pas des devants. On a fait notre possible, on a été chercher des experts comme Véronique pour faire le meilleur plan possible. On n'est pas là pour changer la vie du monde, vraiment pas, mais on est régi par la loi qui oblige qu'on ait un plan municipal. Donc, on va avoir un plan municipal. Encore une fois, c'est pas pour créer des embêtements. On a essayé de trouver la formule la plus douce possible. Puis, c'est pour ça qu'on est transparent dans le sens qu'on rencontre les gens, qu'on essaie de mettre le plus de rencontres possible. La loi oblige 2. On est rendu à la 7e, si je ne me trompe pas. Pour vous donner une idée qu'on veut. On n'a rien caché. On n'a pas toutes les réponses, mais on va aller les chercher si on ne les a pas. Mais sur ça, Madame la greffière. Oh, avant, j'aimerais juste reconnaître qu'on est sur des terres non cédées du peuple Mi'kmaq, que nous reconnaissons avec respect la présence historique et continue du peuple Mi'kmaq sur ces territoires. Nous reconnaissons que les relations que nos ancêtres, le peuple Mi'kmaq, ont eues entre eux sont décrites dans des traités de paix et d'amitié. Nous nous engageons à cheminer dans un esprit de vérité et de réconciliation en honorant la présence, la culture et les contributions des Premières Nations. Madame Graffière, est-ce que nous avons le quorum? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêt? Aucun. On va passer au point numéro 3, qui est la présentation de notre experte en urbanisme. Madame Trou, la parole est à vous. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, pour ceux qui étaient là en novembre, vous avez déjà eu une première présentation. Et je vais revenir sur certains petits points, dans le fond, d'entrée de jeu, advenant qu'il y a des gens qui n'étaient pas présents en novembre. Et donc, en une petite introduction. Ensuite de ça, je vais juste revenir très, très rapidement sur le contexte de la réforme. On va parler des étapes qui étaient faites début du processus jusqu'à aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais vous présenter le contenu de l'arrêté de zonage. Puis, on a décidé de prendre comme un petit peu d'avance déjà, puis vous montrer dans le fond que le Conseil a vraiment eu une ouverture suite aux présentations publiques qui ont eu lieu en novembre. Puis, on a déjà inclus certains commentaires et objections qu'on avait reçues là, à l'époque. On a fait le travail là, dans le fond, au 30 novembre. Donc, tous les commentaires et objections qui sont reçus entre le 30 novembre et le 22 décembre vont être traités là, dans les prochaines semaines. Donc, voilà. Ensuite de ça, je vais vous présenter les modifications, puis il y aura là, une période de questions s'il y a des nouvelles affirmations. Comme on le disait, là, tout ce qu'on a reçu par écrit, on n'est pas obligé de revenir là-dessus, ça va vraiment être traité, là, puis on va faire un retour dans les prochaines semaines assez rapidement. Mais si vous avez des nouvelles informations, vous allez être les bienvenus pour nous les communiquer. Je voulais aussi faire un petit retour, on l'a fait hier également, je vais peut-être passer vite sur ce point-là en novembre, pour rappeler un petit peu le mandat qui nous a été donné, là, à nous chez EXP, mais par le biais de la CSR. Dans le fond, comme vous le savez, il y a eu la réforme, puis on nous a demandé de prendre les 5 plans ruraux et le plan municipal de Beresford en vigueur présentement. D'essayer de faire un tout avec ça, prendre qu'est-ce qui était bien, bonifier qu'est-ce qui manquait d'être bonifié, parce que certains plans qui dataient quand même de 15-20 ans, donc il y avait un travail à faire à ce niveau-là. Puis on implantait dans le fond des nouvelles dispositions au niveau des DSL. Puis dans le fond, l'objectif n'était pas d'arriver avec un plan comme si ça faisait 30 ans qu'il y avait déjà un plan pour les DSL. Donc, on a eu des commentaires qu'il y a certaines normes qui n'étaient pas suffisamment poussées, qu'on n'était pas suffisamment restrictifs, qu'on n'était pas assez d'informations au niveau des changements climatiques.
on comprend, on a pris une première marche. On ne va pas monter les 10 étages en un seul pas. Donc, dans le fond, le souhait du conseil, dans le mandat qui nous a été donné, était vraiment de faire un premier tour de roue. C'est pas parfait, puis je vous le dis, en plus que 15 ans de carrière, il n'y a aucun plan qui est parfait. C'est vraiment l'appliquant, on travaille avec, qu'on se l'approprie. Donc, probablement qu'une fois adopté, l'assesseur, les inspecteurs vont travailler avec, puis dans un an, il y aura certainement certaines modifications à faire parce qu'on va se rendre compte, finalement, on n'avait pas vu ça venir. Puis je donnais le parallèle hier. On prend la réforme, par exemple, la province a fait un travail de moine pour faire des modifications à la loi sur l'urbanisme, la loi sur la gouvernance locale, a adopté des guides. Pas plus tard que début décembre, je leur posais une question, puis oh mon Dieu, on n'a pas vu ça venir. On l'avait pas vu, mais probablement qu'ultimement, il va y avoir des modifications. C'est la loi, la législation, s'il y a des avocats dans la salle, vous le savez, il y a toujours des petits ajustements à faire. Donc, c'était quand même important de vous passer le message que, comme Daniel le dit, on fait vraiment notre mieux. On vous propose une première version pour le territoire de Bellevue. Puis, advenant qu'il y a des enjeux dans le futur, ils pourront nous adresser, les modifications pourront être faites par la suite. Donc, j'y vais. L'objectif de la présentation, j'en ai parlé. Juste revenir, dans le fond, je vous ai mis la carte là, du territoire, donc vous voyez les anciennes municipalités et la fusion, là, donc les nouvelles limites du territoire de la ville de Bellevue. Rapidement, le contexte de la réforme. Donc, en 2021, le gouvernement de Nouveau-Brunswick a commencé sa réforme sur la gouvernance locale. Leur objectif, unir nos efforts pour construire des collectivités dynamiques et durables, tout en améliorant la qualité de vie de nos concitoyens. On reconnaît l'importance de la collaboration régionale dans la planification. Et puis, on donne certains mandats un peu plus larges au CSR, notamment dans les secteurs du développement économique, du tourisme, du transport régional et les infrastructures régionales. Donc, comme je l'ai mentionné, si on revient sur les étapes là, à partir du début jusqu'à aujourd'hui, donc dans le fond, on a eu le mandat là, à la fin du mois d'avril, donc de mai à août, ça a été vraiment un travail du portrait du territoire. Donc, on a fait une grosse fenêtre d'informations, on a fait des bilans statistiques, on a dressé l'état de la situation actuelle. Il y a un gros travail de fait aussi avec les inspecteurs et de la CSR, dans le fond, qui sont allés sur le terrain. On a fait, dans le fond, ce qu'on appelle l'occupation du sol. Donc, ils ont pris tous les bâtiments construits sur le territoire et puis ils ont dit c'était quoi l'usage. Dans le fond, ça nous permet, dans notre planification, d'essayer d'être le plus cohérent possible et de ne pas faire en sorte qu'on va mettre une zone industrielle sur des secteurs où est-ce qu'il y a des maisons, par exemple. Donc, ça a été vraiment la première étape. En septembre 2024, on a fait un sondage en ligne à la population qui a été en ligne pendant environ un mois. Et puis, on a commencé les rencontres avec le comité technique. Le comité technique, dans le fond, était constitué de gens de la population. Il y avait eu un appel de candidature, d'ailleurs, ouvert à tous. Donc, on avait des développeurs, des gens plus au côté économique, on avait des gens en agriculture, puis l'autre moitié, c'était du personnel administratif de la municipalité. En octobre 2024, pendant tout ce temps-là, on continue la rédaction des documents. On va tenir une deuxième et une troisième rencontre avec ce comité-là. Donc, dans le fond, dans chaque rencontre, on prend les chapitres qui ont été rédigés, on leur envoie un peu à l'avance, ils les commandent, puis on échange, on fait des modifications. Donc, le document est très dynamique, il est vivant, puis évolue là, à chaque rencontre. Parallèlement, on fait aussi le bilan des réponses au sondage, qui sont d'ailleurs en annexe là, de la réponse. Novembre et décembre 2024, on a fait la 4e et la 5e rencontre du comité technique. Puis, dans le fond, on a préparé la version, la première version préliminaire, qui était soumise par la suite au comité de révision. Le comité de révision constitué à moitié d'administratifs de la municipalité et à moitié de membres conseillers, conseillères de la municipalité de Bellevue. Donc, on va faire 2 rencontres de janvier à avril, puis on va faire une 3e rencontre en mai et juin. Beaucoup de commentaires, on fait énormément de modifications là, dans les documents. Dans le fond, la prémisse qu'on s'était donnée, nous, c'était de leur offrir, dans le fond, un épicerie. Là, eux, ils choisissaient les ingrédients. Donc, il y a certains trucs qui ont été enlevés, il y a certains trucs qui ont été modifiés. Bref, on a continué à avancer. Puis, ça nous a permis de se rendre, dans le fond, à mai-juin. On a fini l'intégration des commentaires.
puis on a envoyé les documents en révision à la commission de services régionaux. Pourquoi? Parce que dans le fond, la CSR, les agents d'aménagement, les inspecteurs, c'est eux qui vont travailler dans leur quotidien avec ces documents-là. Donc, c'était quand même important pour nous qu'ils les lisent, qu'ils les approprient, qu'ils voient, OK, est-ce qu'ils les comprennent, est-ce que c'est clair, est-ce qu'il manque des éléments. On a fait des petites corrections par la suite, d'ailleurs, pour s'assurer que c'était très fluide de leur côté. Au niveau de la consultation de la population, en juillet 2025, on a fait une séance de présentation au comité consultatif régional d'urbanisme, qui est publié d'ailleurs. Donc, eux, ils ont analysé le document, puis ils ont fait un rapport envoyé au conseil, un procès verbal, dans le fond, qui donnait leur aval pour commencer le processus d'adoption. Ensuite, en septembre, on a tenu des portes ouvertes, donc le 8 et 9 septembre, puis on a fait autant en soirée qu'en avant-midi qu'en après-midi pour tenter de recueillir le plus possible de commentaires. Puis c'était vraiment des activités de discussion. Donc, on avait tous les documents disponibles, on avait des cartes en grand format, puis les gens pouvaient venir nous rencontrer, nous demander, OK, nous, on est vraiment là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire, etc. Donc, on a fait ces éléments-là. On a recueilli énormément de commentaires. Donc, on a fait encore des modifications au document, puis on est arrivé à la version, dans le fond, qui a été en ligne pour les présentations publiques de novembre. Donc, on a eu 16 et 17 novembre. En décembre, il restait, dans le fond, la période de réception officielle de par la loi des commentaires. Donc, vous aviez jusqu'au 22 décembre, fin de journée, pour nous envoyer des lettres, ou nous appeler. On a pris toutes ces lettres-là, et Mme Légateur va en parler plus tard. Donc, si je rentre dans le vif du sujet, vous comprendrez ce soir qu'on va passer les grandes sections. Le document qui est quand même 280 pages, donc on ne peut pas rentrer dans tout le détail. Mais si je vais rapidement, la manière que le document est divisé, donc vous avez le chapitre 1, c'est vraiment administration-interprétation. Donc, c'est toutes les normes administratives, les pouvoirs de chacun, les rôles et responsabilités du comité, les pouvoirs de l'agent, les frais, etc. Chapitre 2, on est sur les dispositions relatives aux procédures. Donc, c'est quoi les procédures, autrement dit, si on veut faire une modification du règlement, si vous avez une dérogation à demander, ce genre de dispositions. Chapitre 3, on est sur les normes d'aménagement général. Donc, c'est là qu'on va parler des fameux droits acquis, donc les plombs d'ampère, au son petit nom. On va parler des dispositions sur l'environnement, abattage, plantation d'arbres, les terrains, les espaces non construits, stationnement, heures de chargement, toutes les dispositions particulières aux travaux de remblai et délais. Donc, bref, c'est vraiment les dispositions qui s'appliquent pratiquement à l'ensemble du territoire de manière plus générale. Chapitre 4, on va rentrer dans la classification des usages. Donc, c'est là qu'on va venir décrire c'est quoi les classes d'usage. Donc, tout ce qui est dans les classes d'habitation. Puis là, c'est en catégorie, c'est grosso modo, c'est des gros tableaux qui viennent dire, OK, l'habitation, multilogement, qu'est-ce que ça comprend? L'habitation commerciale, l'habitation, on peut penser, mettons, au RPA, tout ce qui héberge des personnes. Les usages commerciaux, industriels, publics, institutionnels, récréatifs, agricoles, bref, on les détaille tout dans le tableau, ça vous dit tout ce qui est permis dans chaque groupe. Chapitre 5, dispositions relatives aux usages et normes d'implantation par zone. Donc, dans le fond, on va parler des dispositions générales dans la grande zone. Puis, il y a certains usages et normes d'implantation qui sont plus spécifiques dans une sous-zone. Si on se rappelle, pour les gens qui étaient là en novembre, le plan municipal, il va parler de l'affectation résidentielle. Le zonage, il va découper l'affectation résidentielle en plusieurs types. Fait qu'on va avoir, mettons, R1 et de la faible densité, du R2, un peu plus de densité, après ça, les zones multilogement, puis on vient redécouper ça. Donc, s'il y a des zones spécifiques des normes spécifiques à une zone, pardon, ils vont être dans ce chapitre-là. Chapitre 6, dispositions relatives aux bâtiments principaux, donc les normes, les grandeurs, l'apparence, l'architecture, tout ce qui est conception, la nature des bâtiments. On a aussi les bâtiments accessoires, donc qu'est-ce que vous avez le droit comme type de bâtiment accessoire, la superficie, où est-ce qu'ils peuvent être localisés. Chapitre 7, tout ce qui est clôture, aide, muret de maçonnerie, mur de soutènement. Chapitre 8, l'affichage. Très large, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça va tout à l'heure.
Chapitre 9, dispositions relatives à l'implantation à proximité d'usages contraignants. Donc, tout ce qui est maintenant à proximité de la voie ferrée, à proximité d'une autoroute, des réseaux de télécommunications majeurs. Il y a des normes, dans le fond, il y a des guides, même nationales, là, qui nous sont fournis. Parce que vous comprendrez qu'on ne va pas construire une garderie à 2 mètres d'une voie de chemin de fer. Donc, c'est vraiment spécifique là, aux usages qui peuvent entraîner des nuisances. Chapitre 10, toutes les dispositions particulières pour certaines constructions, équipements ou ouvrages. Donc, là-dedans, on va retrouver les antennes, les courbes de ferraille, les étangs, panneaux solaires, piscines, dans le fond, toutes les constructions non habitables, si je pourrais dire, qui ont des dispositions particulières, se retrouvent dans ce chapitre-là. Chapitre 11, même principe, mais au niveau des usages. Donc, tous les usages qui peuvent amener là, des dispositions différentes des normes générales. Fait qu'on peut penser à un gîte touristique, des terrains de camping, des usages nuisibles, les chenilles. Donc, à chaque fois qu'on veut amener certaines précisions, ça va se retrouver là, dans le chapitre 11. Puis le chapitre 12, c'est la zone de superposition, dans le fond, le long de la côte pour les rouleaux. Donc, si je rentre un petit peu en détail sur le contenu, là, comme je le mentionnais, au niveau des droits acquis, dans le fond, pour faire rapidement, tout ce qui est construit actuellement, les usages qui sont faits actuellement, qui ne seraient plus conformes dans le futur, il n'y en a pas énormément, mais ça se peut qu'il y en ait quelques-unes, vont pouvoir continuer d'être faits. Donc, et même, ils vont pouvoir continuer d'être faits, ils pourraient aussi être agrandis, il y a des pourcentages. Le texte que vous voyez dans l'arrêté au niveau des droits acquis, c'est un texte qui découle de la loi, c'est pris intégralement de la loi. Donc, dans le fond, on ne peut pas le modifier. C'est vraiment, c'est la province qui a décidé c'était quoi les normes en matière de droits acquis. Particularité au Nouveau-Brunswick, par exemple, la perte d'un droit acquis, c'est 10 mois. Ailleurs au Canada, des fois, on est à 12 à 16, donc ici, c'est 10. Et dans le fond, tant que vous gardez une perpétuité dans votre construction, votre usage, puis vous ne sautez pas un 10 mois qui ne se passe rien, que mettons, la construction est abandonnée, l'usage exercé ne se fait plus pendant plus de 10 mois, vous pouvez continuer de le faire. Si vous arrêtez pendant plus de 10 mois et que vous n'êtes pas conforme, là, par exemple, vous perdriez votre droit d'acquis. Je vous ai mis rapidement aussi à l'écran, je sais que c'est petit, là, mais il y a d'ailleurs un outil, là, actuellement, c'est ce qui est en vigueur, qui est présent sur l'outil. Quand ce plan-là va être approuvé par la province, l'outil web, dans le fond, va être mis à jour. C'est ouvert au public, pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez zoomer dessus, vous pouvez rentrer votre adresse, puis ça vous affiche, dans le fond, dans quelle zone vous êtes. Puis ultimement, on a comme objectif de mettre la grille qui est associée avec les normes principales, etc. Donc, c'est un outil qui est super user-friendly, qui va être mis en ligne, mais seulement une fois en vigueur. Donc, rapidement, ça vous donne une idée. Fait que quand on regarde là, plus toutes les zones qui sont dans les déclinaisons de jaune, on est dans le résidentiel. Au niveau du rouge, on est dans le commercial. Rose, industriel. Mauve, récréo-touristique. Puis, la majorité du territoire, comme vous pouvez voir, c'est en vert, c'est les zones ressources. J'ai fait des petits close-up, dans le fond, sur les sections actuelles du plan de zonage. Donc, dans le fond, on voit à versus que vous voyez comme en plus coloré, là, en plus foncé, c'est qu'est-ce qu'il y a déjà un zonage, puis qu'est-ce qui est à l'extérieur, dans le fond, ben, il n'y en a pas actuellement. On voit ici Nigadou, donc ça, c'était les limites de l'ancienne carte. On a Petit Rocher et Pointe-Verte, ainsi que notre là pour Robertville. Tout le reste, dans le fond, vous n'avez pas de zonage, donc c'est vraiment une nouvelle carte là, qui a été conçue pour le territoire dans son entièreté. Petite nouveauté, en fait, changement de format, je vais vous dire comme ça. Pour ceux qui sont familiers avec les plans ruraux actuels, la manière que c'était fait au niveau des usages permis, des dispositions associées à l'usage, c'était textuel. Donc, c'était quand même lourd à lire. Puis quand on faisait une modification, ça demandait aussi un certain travail. Puis ça pouvait être un peu confondant dans l'application au niveau des inspecteurs. Et qu'on a fait la suggestion d'utiliser les grilles de spécification. De plus en plus de municipalités s'en vont là. Et en fait, il y en a que ça fait déjà longtemps qu'ils l'utilisent. Mais on tend à s'en aller vers là parce que c'est
simple comme outil. Je vais vous la montrer tout de suite. Dans le fond, c'est des grilles, comme vous voyez à l'écran. Chaque colonne correspond à une zone. Puis, quand il y a un X, c'est les usages principaux que vous avez le droit de faire dans la zone. Donc, ultimement, c'est ça qu'on veut mettre en ligne également. Quand vous allez cliquer sur la carte, cette grille-là vous apparaîtrait. Là, vous pourriez voir, exemple, si vous êtes dans le R1, bien, vous avez le droit de faire une maison de 1 logement, une maison de 2 logements. Les services de la petite enfance, dans le fond, il y a eu une demande de la province de les permettre le plus possible dans la majorité des zones résidentielles et mixtes. Donc, on est venu appliquer ça comme ça aussi. Hébergement résidentiel, si on pense au gîte, par exemple. Puis, après ça, si on... Ah, il me manque la dernière partie. Bon. Puis, dans le fond, il y a une autre section à la grille qui prévoit aussi les normes. Si je reviens ici, vous voyez, là, qu'on a les marges de recul, la structure du bâtiment, les dimensions du bâtiment principal, le nombre de logements. Il va s'appliquer beaucoup quand on arrive dans le multilogement, par exemple. On arrive dans une zone, ça peut être un minimum de 5 et un maximum de 50, par exemple. Puis après ça, on a le rapport de l'espace bâti, donc la superficie que vous avez le droit de construire versus la superficie de votre terre. Donc, en un coup d'œil, au lieu d'avoir un texte de 20 pages, vous avez les normes qui s'appliquent à votre zone. Au niveau des terrains et espaces construits, donc dans le fond, on a refait une carte là, qui est en annexe de l'arrêté de zonage, qui s'appelle la carte des rues désignées. Ça, dans le fond, c'est les rues sur lesquelles vous avez le droit de construire, sur lesquelles on peut faire un nouveau lotissement. Donc, ça a été mis à jour également. Ensuite, il y a eu des modifications au niveau des dimensions de terrain pour les terrains desservis par les réseaux publics. Actuellement, dans la majorité des arrêtés, les terrains pour des habitations unifamiliales ou familiales étaient de très grande superficie. La tendance est de rapetisser un peu la dimension des terrains. C'est également une des demandes qui a été faite par la SCHL. Là, je pourrais laisser parler ou en parler peut-être plus tard. Mais dans le fond, au niveau de la SCHL, ils demandaient à ce qu'on mette à jour certaines dispositions. Donc, on rapetisse un petit peu les terrains pour faire des constructions unifamiliales jusqu'à 4 unités de logement. Ensuite de ça, on va parler des usages permis dans chacune des cours. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la cour avant, cour latérale, cour arrière. L'entreposage extérieur selon le type d'usage que vous avez. Donc, vous comprendrez que résidentiel, il y a moins d'entreposage qu'industriel. Et puis après ça, le remisage des véhicules, roulettes, remorques, bateaux, etc. Au niveau des bâtiments principaux, donc comme je l'ai mentionné, là, je vais passer rapidement, c'est tout indiqué dans la grille, l'implantation, les dimensions de superficie. Puis on est venu faire certains ajustements là, pour les bâtiments complémentaires, donc des assouplissements en fait. Avant, à chaque fois qu'on voulait rajouter un deuxième usage, souvent accessoire au résidentiel, ou par exemple les granny suites qu'on appelle, dans un garage, dans un bâtiment à l'extérieur, il fallait faire toujours une demande de rezonage, donc ça prenait quand même plusieurs mois. Là, on est venu l'intégrer directement dans le règlement, donc ça va faciliter là, les projets, puis ça va enlever une couche d'administration. Au niveau de la forme, revêtement, donc les formes autorisées, qu'est-ce qui est restreint, les particularités pour les bâtiments en rangée. Puis on vient bonifier, là, dans le fond, les revêtements de murs interdits. Là, par exemple, le papier goudronné qui n'était pas interdit partout, c'est pas conforme dans le code national du bâtiment, donc on est venu faire juste la correction de la mise à jour. Au niveau des aires de stationnement, donc des petites nouveautés, on vient ajouter, quand c'est des grands développements, par exemple des complexes d'habitation, avec beaucoup de logements, on va demander dans le fond un espace pour les vélos, par exemple, pour venir encourager la mobilité active. On a également des cases de prévues pour la mobilité réduite, des dispositions sur les entrées charretières, puis des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans certains types de commerces ou de multilogements. Puis on est venu également là, préciser les espaces de chargement et déchargement pour les usages industriels commerciaux. L'affichage, je me suis dit, une image vaut 1000 mots. Donc, dans le fond, c'est tous les types d'affichage que vous avez le droit de faire, que ce soit sur le bâtiment, au vent, sur stock, ça peut être les panneaux réclames. Donc, dans le fond, toutes les normes associées, la superficie que vous pouvez avoir et le message qui peut être mis sur les enseignes. Donc, il y a un chapitre complet là-dessus. C'est très standard, je dirais, d'une municipalité à l'autre, même d'une province à l'autre. En fait, c'est le genre de chapitre qui est très similaire. Donc, il n'y a rien d'aberrant, de très différent, de nouveau, en fait, dans cette question. Au
Au niveau des contraintes naturelles, donc on est venu prévoir une première, je vais comprendre une petite marche. Donc on est venu ajouter un début de mesures d'indemnisation pour les nouvelles constructions dans les zones montables. Protection des rives également. Donc il y a certains secteurs où est-ce qu'avant c'était permis de faire une maison avec un sol. Là, c'est clairement apparent que ce secteur-là va inonder dans tous les 2 ans. C'est très fréquent. Donc on est venu dans le fond empêcher certaines constructions permanentes dans ces secteurs-là. Même chose, les normes au niveau des milieux humides, au niveau des habitats fauniques. Ça, je voudrais que ça vienne principalement de la province. Dans le fond, il y a eu beaucoup de discussions. D'ailleurs, j'ai déjà reçu des commentaires qui vont être intégrés dans la prochaine mouture pour la deuxième lecture et la troisième lecture. Puis, on a également identifié les zones potentiellement exposées aux intérêts. Contraintes anthropiques, donc dans le fond, on est venu bonifier, préciser un petit peu les zones tampons au niveau des zones industrielles. Donc, quand on est en transition entre une zone industrielle et une zone résidentielle ou une zone mixte, on prévoit une bande tampon, puis on est venu dire comment la bande tampon devrait être créée. Dans le fond, l'objectif, c'est souvent, on pense souvent visuel, mais il y a aussi sonore. Donc, on est venu bonifier cette section-là. Même chose des dispositions sur les carrières sablières. On est venu ajouter la bande de protection au niveau des prises d'eau potable. Encore une fois, ça provient beaucoup de la province. Les infrastructures routières et ferroviaires, télécommunications, j'en avais déjà parlé. Puis, tous les usages sensibles, comme les centres de recyclage ou les usines, dans le fond, on est venu ajouter certaines précisions. Au niveau abattage et plantation, dans le fond, il y a un fort souhait, c'est même très clairement identifié dans les grands principes provinciaux, les déclarations d'intérêt. Au niveau de la plantation et de l'abattage, donc dans le fond, il y a une commande provinciale d'essayer de ne plus faire, raser un terrain au complet pour faire la construction, puis après ça, replanter des petits arbres. Donc, on tente de conserver un certain couvert boisé. Puis, il y a aussi des exigences en matière de perméabilité, donc ne pas asphalter l'ensemble d'un terrain, mais garder des espaces végétalisés pour permettre le bon écoulement de l'eau. Puis également la réduction des niveaux de chaleur. Donc, il y a eu quand même une réflexion qui a été faite et proposée au Conseil et intégrée dans cet arrêté-là. Équipement, ouvrage, j'en ai déjà parlé rapidement. Donc, dans le fond, les dispositions sur les piscines, qui est un règlement national, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. On a mis des dispositions sur les compteurs en matière individuelle, les terrains de camping, les permètres, on va en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Donc, dans le fond, les nouveautés, je les ai mis à l'écran. Qu'est-ce qui était soit absent ou très peu détaillé, dans le fond, c'est les points que vous voyez à l'écran. Fait qu'on a changé la structure du règlement pour que ça soit plus simple. On a regroupé, dans le fond, puis je vous ai présenté les chapitres tantôt. C'est un petit peu pile-mêle, des fois, les dispositions. Fait que là, je sais que c'est pas si simple pour le commun des mortels, mais pour ceux-là qui l'appliquent, ça va être plus simple. On a ajouté les nouvelles exigences gouvernementales, évidemment, donc des normes pour les milieux de vie, la qualité de vie des habitants, les changements climatiques. Il y a eu des ajouts au niveau de la géothermie, des panneaux solaires, des éoliennes, préservation de végétation, j'en ai parlé. On a ajusté aussi certaines zones pour mieux correspondre à la réalité du territoire. Quand je disais tantôt qu'il y a des règlements qui dataient de plus d'une dizaine d'années, dans le fond, il y a eu des zones qu'il y a eu tellement de rezonage ou de dérogation que ce qui était écrit dans le règlement, c'est plus ça qu'il y avait sur le terrain. Donc, on est vraiment venu le mettre à jour pour refléter le portrait actuel. On a ajouté la cartographie, comme je le mentionnais, pour les DSL. Puis, il y a eu une réflexion pour les projets de complexes d'habitation et pour les zones mixtes. Donc, la prochaine section, comme je le mentionnais, dans le fond, on avait reçu des commentaires lors des portes ouvertes, puis lors de la présentation publique de novembre. Il y a un rapport qui a été fait, on a fait une analyse, on a eu une rencontre avec le conseil, puis dans le fond, le conseil a pris des décisions, donc on a fait des modifications pour refléter les décisions, puis intégrer certains commentaires. Donc, on va les passer ensemble. Je les ai mis en orange, dans le fond. Si on regarde, on a reçu une lettre pour la géothermie, dans le fond, d'un professionnel en la matière, donc on en a profité.
qui nous a suggéré, dans le fond, d'ajouter une définition dans les définitions là, au début de l'arrêté. Donc, on est venu ajouter cette définition-là. Puis, on avait déjà un texte, dans le fond, qui encadrait la géothermie. Il a fait la suggestion, dans le fond, de rajouter la dernière phrase, là, fait que toute installation géothermique serait constituée et installée selon les lignes directrices de la norme canadienne ACNOR CSA 448 et devrait être réalisée par un professionnel qualifié. Donc, c'était tout à fait pertinent. Donc, ça a été intégré au document qui va avoir été eu la première lecture hier soir. Ensuite, au niveau des cases de stationnement, c'est pas majeur. Ça provient aussi d'une demande de la SCHL. C'est que dans la version, dans le fond, qu'on vous avait présentée, qui était disponible au public en novembre, on mentionnait que pour les 4 unités de logement, dans le fond, ça tombait dans l'habitation multifamiliale. Donc, ça prenait plus que 2 cases de logement. Alors qu'en réalité, je donne un exemple, mettons quelqu'un qui a déjà un bifamilial, qui rajouterait un logement sol, puis qui ferait un bâtiment dans une grande suite à l'arrière, ça devient un 4 logements. En réalité, souvent, c'est pour exemple nos parents ou des enfants, etc. Fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin de 4 cases de stationnement. C'est un peu une restriction. Donc, dans le fond, on est venu ajouter le 4 unités de logement à la première catégorie. Donc, le minimum, c'est 2 cases. Peu importe que tu aies 1, 2, 3, 4. Si tu vas en faire plus, tu vas en faire plus évidemment. Mais dans le fond, ça permet d'enlever la contrainte de rajouter des stationnements si on tombe de 2 à 4 logements. Au niveau des poules et des coques, donc il y a eu 3 modifications dans le fond. Parce qu'il y a, comme on a discuté là, dans la séance de période de questions la dernière fois, il y a 3 types de cas au niveau des poules. La première, si vous avez un terrain en zone urbaine, donc un plus petit terrain dans une subdivision, par exemple à Beresford. La deuxième, si vous avez un terrain résidentiel, mais de plus grande superficie dans les zones R6. Et la troisième, si vous êtes en zone ressources, là, on va tomber dans le principe d'unité animale de la prochaine diapositive. Il y a une gradation, dans le fond, pour représenter, comme le souhait nous avait été demandé. Tout dépendant si vous restez plus en ville, plus en ruralité ou vraiment dans le bois, il y a une gradation qui est faite. Donc, le 6 poules en milieu très urbain a été conservé. Par contre, on est venu augmenter à 12 pour les zones résidentielles rurales. Puis, je vais passer à la prochaine. Dans les zones ressources, par exemple, quand vous avez un terrain de 8000 m², si je ne m'abuse, au niveau des permètres, là, on est venu prendre le principe d'unité animale. Si vous vous rappelez bien, initialement, on disait que c'était maximum 2 animaux. Là, on dit que c'est 2 unités animales, et que ça vient énormément changer la donne. Donc, le tableau qui est là, nous, dans le fond, on avait pris un tableau qui était tiré des normes du ministère de l'Agriculture. Le conseil l'a révisé, puis c'est le tableau que vous voyez là, à l'écran. Si je vous donne un cas, exemple d'application, on dit que vous avez droit à 2 unités animales si vous avez un terrain de grande superficie dans une ressource. Exemple, vous pourriez avoir un cheval et 10 poules. Ou vous pourriez avoir 40 cailles et 20 lapins. Fait que dans le fond, tout dépendant du type d'animal que vous avez, c'est là que le nombre va venir s'ajuster. On a également ajouté une note que toutes les espèces qui ne seraient pas listées dans le tableau, dans le fond, seront évaluées par le service d'urbanisme de la CSA. Donc, il y a quand même une porte aussi, là, si jamais il y a un animal qu'on n'avait pas considéré dans les permis. Ensuite de ça, au niveau des espaces habitables dans les garages, initialement, c'était interdit. Maintenant, c'est permis. Dans le fond, la seule chose qu'on est venu ajouter, c'est la condition d'obtenir, on a changé autorisé, il est interdit, il est autorisé. Puis on a ajouté la condition d'obtenir un permis de construction afin d'assurer la conformité nationale du code. Simplement parce que la raison c'était interdit, c'est que c'est pas tous les garages qui sont construits pour les gaz d'auto, puis sécurité incendie. Donc, dans le fond, on veut juste s'assurer que si la personne aménage, mettons sur le toit de son garage, un logement qui soit conforme au code du bâtiment pour ne pas empoisonner. Ensuite de ça, comme je l'ai mentionné un petit peu d'entrée de jeu au niveau des dimensions de terrain, vous
vous voyez à l'écran, quand le terrain était desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égouts, on demandait 1000 mètres pour faire une unité d'habitation complémentaire. On avait déjà eu la discussion, ça avait été laissé à 1000 mètres. Moi, j'avais fait un peu un portrait là, des autres municipalités. Ça peut descendre jusqu'à 400 mètres carrés dans les autres municipalités. Il y a eu des discussions avec la SHL, il y a eu des discussions avec le conseil. Puis finalement, dans les municipalités plus similaires à la nôtre, c'est plus dans les grandes villes, exemple Moncton, Dieppe, qui vont descendre encore plus petits. Mais similaire à la nôtre, on était plus aux alentours de 540. Donc, on est venu réduire le 1000 mètres à 540. Fait que si vous avez un terrain de 540 mètres carrés, vous pourriez aménager une unité d'habitation complémentaire en courant d'eau. On est venu également là, ajouter, en fait, changer la phrase, c'était drôlement formulé, que dans le fond, l'unité d'habitation complémentaire, la seule condition, c'est qu'elle doit être sur le même lot. Je m'explique. Il y a certains terrains, dans le fond, qui sont constitués de plusieurs lots, vraiment parallèles là, le long de la rue. Donc, il n'y a rien qui empêcherait un propriétaire de décider de vendre un lot. Étant donné que c'est une unité d'habitation complémentaire, c'est associé à un usage principal. Donc, ce serait pas légal, dans le fond, qu'elle soit sur un lot différent, que le lot soit vendu, puis maintenant, on aurait seulement l'unité d'habitation complémentaire seule sur son lot. Donc, on est venu préciser qu'elle doit être sur le même lot. Fait que si jamais le propriétaire veut le faire sur un lot distinct, il devra fusionner ces deux lots là, par le biais d'un avocat. Vous là? Donc, encore une fois, il y a plusieurs types de dispositions pour les roulottes. Donc, si on commence par la première, au niveau des campings familiales. Fait que ça, c'est dans les zones ressources et dans les zones R6. Initialement, on avait un maximum de 2 roulottes pour les terrains de 2000 mètres et plus. On a eu plusieurs commentaires à ce sujet. Donc, dans le fond, on a eu des discussions, on a fait une proposition au conseil. La proposition a été acceptée, donc elle se va comme suit. Dans le fond, on est venu rajouter des gradations. Fait de 2000 mètres à 4000 mètres, on reste à 2. De 4000 mètres à 6000 mètres, on monte à 3. Et 6000 mètres et plus, on monte à 4. Également, c'était mentionné à l'époque que s'il y avait déjà une résidence sur le terrain, vous n'aviez pas le droit à plus qu'une. Là, dans le fond, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a dit que le nombre est réduit de 1. Par exemple, si vous avez un terrain de 7000 m² et que vous avez une maison, vous avez le droit de 3 roues. Donc, on est venu bonifier un petit peu là, pour en permettre un petit peu plus. Parallèlement à ça également, ça dans le fond, c'est pour les campings familiales. Fait que ça vous fait un permis d'aménagement pour pouvoir faire ça parce que les roulettes vont être là, mettons, tout de suite. Parallèlement, on avait aussi eu, si vous vous souvenez dans les commentaires, les gens qui voulaient avoir des roulettes sur des courtes périodes. Exemple, les 2 enfants, ils viennent, ils ont chacun une roulotte, puis ils sont là toute la semaine. Mais là, on est venu mettre un assouplissement. Donc, dans le fond, vous n'avez pas besoin de permis d'aménagement pour le faire. Vous avez le droit jusqu'à 3 roulottes de voyage. Par contre, c'est pour une période de maximum 2 semaines. Donc, si vous voulez dépasser ça, là, il faudra passer par un permis d'aménagement. Mais au moins, ça enlève une couche administrative qui va aller jusqu'à 3 pour une période de 2 semaines. Ensuite de ça, au niveau des complexes d'habitation, en fait, c'est pas nouveau dans le sens que c'était un texte qui était prévu d'être adopté dans l'arrêté de lotissement. Puis finalement, avec des discussions avec la CSR et la municipalité, on se disait, il me semble que ça fait plus de sens que ça rentre dans l'arrêté de zonage. Donc, on a juste pris le texte et on est venu le mettre. Je ne l'ai pas fait 4-5 pages, mais grossièrement, là, les sections, dans le fond, là, on a pour expliquer rapidement, les complexes d'habitation, c'est exemple que vous avez un grand lot et vous décidez de faire 4 bâtiments, mettons, de 40 unités de logement dans chaque bâtiment, sur le même lot, puis toutes les rues, les allées, dans le fond, c'est des rues privées, des accès privés. Donc, ça n'appartient pas à la municipalité. À ce moment-là, dans le fond, il y a des conditions d'implantation. On vient définir les cours, parce que vous comprendrez, étant donné qu'on a plusieurs bâtiments sur le même lot, la cour avant d'un bâtiment n'est pas la même que l'autre bâtiment. Donc, on vient expliquer tout ça juste pour s'assurer que ça ne devient pas non conforme en vertu des normes précédentes de l'arrêté. On parle des bâtiments accessoires aussi, qui devient un coefficient. Donc, dans le fond, c'est pas un bâtiment accessoire par bâtiment principal. C'est plutôt une superficie. Donc, on prend la superficie totale des bâtiments principaux, vous avez le droit à un pourcentage pour les bâtiments accessoires. Ensuite, on a les normes d'aménagement, donc les distances entre chaque bâtiment principal. Il y a une exception si c'est des bâtiments unifamiliales.
Et ensuite, on a des normes sur tout le réseau routier, le stationnement. Dans le fond, principalement, c'est pour s'assurer que les services d'urgence sont capables de circuler, étant donné que ça va être des rues privées. Donc, s'il y a un cul-de-sac, il doit y avoir une zone de rond-point, les zones doivent être pavées, ça doit être conforme, comme si c'était une rue publique, même si c'est privé, ça va demeurer, ça va appartenir dans le fond au propriétaire du lot. Et ensuite, on a des dispositions sur les aménagements paysagers, donc pour refléter justement le souhait de conserver un certain couvert perméable. Donc, 20 de la superficie des bâtiments doivent être aménagés en aire d'agrément. On décrit c'est quoi un aire d'agrément. Des écrans visuels pour cacher les équipements des ordures, des bandes tampons entre le complexe et les voisins, des espaces de parc, perméables, du mobilier urbain, etc. Tout ça pour répondre au principe provincial des milieux de vie de qualité. Et finalement, au niveau de l'environnement, dans le fond, c'était déjà prévu. C'est juste que, comme je l'ai dit, ça a été transféré ici. En prévision des travaux, le demandeur, dans le fond, devra prévoir des mesures de mitigation pour prévenir l'érosion et la gestion des eaux de ruissellement. Puis, il devra fournir un plan de drainage associé à son plan d'implantation. Autre petit point, il nous avait été mentionné au niveau des installations d'élevage porcin. On sait que c'est une des installations les plus, je vais dire dérangeantes, mais nuisibles au niveau du voisinage. Donc, il y a des odeurs, il y a de l'épandage. Ceux qui savent savent. Donc, dans le fond, avant, c'était permis dans les zones ressources. Maintenant, on est venu l'associer à un rezonage. Donc, advenant qu'il y a un nouveau projet d'installation d'élevage porcin, il devra faire une demande de rezonage, puis il y aura de la consultation publique. Donc, tout ça, dans le fond, vous permettra justement de vous objecter, si jamais il y a quelque chose, ça va être plus transparent comme processus. Puis, je vous dirais que c'est Front Québec, par exemple, c'est comme ça qu'on les traite. Donc, ça facilite, là, puis ça évite des nuisances sur le voisinage. Finalement, pour la zone de superposition, on avait reçu des commentaires, là, un commentaire ici, particulièrement le dernier soir en novembre, que le maximum de 5 roulettes était peut-être trop élevé dans la zone de superposition. Il y a une discussion qui a été faite avec le conseil. Par contre, le conseil a décidé de conserver la norme comme elle était déjà prévue dans le règlement. Voilà. Avant de passer aux prochaines étapes, je vais juste mentionner, on l'a mentionné aussi hier, je l'avais fait d'entrée de jeu, j'ai oublié, je m'excuse. Dans le fond, je vais juste rappeler le processus décisionnel. Comme vous savez, dans le fond, nous, on est engagés pour donner notre expertise. Comme je vous disais, on a fait beaucoup de recommandations. Il y a des éléments qui ont été retenus, il y en a qui n'ont pas été retenus. Même principe au niveau de la consultation, donc on a reçu beaucoup de commentaires. Il y a une partie qui a été intégrée. Ceux qu'on a reçus, comme je vous disais, entre le 30 novembre et le 22 décembre, va être discuté subséquemment. Donc, ça va venir, il va certainement avoir d'autres changements qui vont vous être présentés. Mais on tenait dans le fond à vous rappeler quand même que le processus, la décision finale appartient au conseil. Le conseil ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Donc, dans le fond, ils doivent prendre la décision au meilleur de leur connaissance et de la communauté de manière générale. Cela étant dit, comme on l'a mentionné également, advenant qu'un commentaire n'est pas retenu, jamais vous décidez de revenir, vous pouvez toujours revenir au conseil, faire une demande, puis elle sera analysée par la suite. Donc, la suite. Dans le fond, nous sommes en janvier, donc on a fait les audiences hier soir et ce soir. Il y a eu l'étude des objections, je vais laisser Mme Mégacran en parler hier. Également, il y a eu une première lecture du plan municipal et de l'arrêté de zonage hier. Il y aura une résolution pour faire une demande au CRU. Pourquoi on retourne au CRU? Dans le fond, comme je vous l'avais mentionné dans les étapes précédentes, on avait déjà eu l'opinion du CRU en juillet. Vous avez vu ce soir qu'on a déjà fait quand même plusieurs changements à l'arrêté, puis on a reçu d'autres objections. Donc, la loi dit que quand il y a des modifications substantielles du document, à partir du moment qu'on a commencé le processus, donc les présentations qui ont eu lieu, même en fait, l'avis public qui annonçait les présentations du mois de novembre, on se doit de retourner demander l'avis du CRU, qui va faire un rapport au conseil, qui va donner son opinion sur les changements et les objections. Donc, le CRU va avoir lieu mardi prochain, à la 16h.
Ensuite de ça, la deuxième, troisième lecture des documents serait prévue pour le 3 février. Puis, les documents sont envoyés à la province par la suite. Et là, j'ai mis mars à 3 petits points parce qu'on ne sait jamais vraiment combien de temps ça peut prendre là, au niveau de la province. Mais une fois que la province donne son approbation, les règlements sont déposés au registre Service Nouveau-Brunswick, puis ils rentrent en vigueur. Je voulais également vous mentionner qu'on a déjà fait un travail en fait avec le ministère. On voulait, au lieu de faire tout un document, on adopte finalement et dit ah ben non, vous avez oublié tel élément. De plus en plus, c'est une bonne pratique là, au niveau professionnel. On travaille en collaboration en amont, fait que ça fait déjà un bout qu'on se parle. Ils ont vu les documents à plusieurs reprises, puis on a déjà reçu des commentaires. Il y a beaucoup de corrections qui ont été apportées. Et jusqu'à présent, là, ça semble être bien. Fait qu'on devrait être en bonne voie pour que l'adoption passe, là, à moins d'une surprise. Mais le ministère, dans le fond, chaque division de chaque ministère ont déjà lu les documents comme vous, là, qui ont été envoyés là, au mois d'octobre. Point numéro 4. Audience d'opposition ou d'appui concernant les modifications proposées aux dispositions du plan municipal d'arrêté de zonage. On a fait une partie de ce travail-là hier, mais on va vous, sans tout donner, on va quand même vous donner une explication de ce qui a été fait. Les avis requis ont été publiés conformément à la loi sur l'urbanisme, paragraphe 111, concernant l'intention d'adopter l'arrêté de zonage. 6 lettres ont été reçues à ce sujet. La lecture des lettres a été faite lors de l'audience publique du 6 janvier, laquelle est disponible en ligne. Maintenant, j'inviterai les gens qui sont en faveur, qui sont contre, qu'est-ce qui est présenté, qui auraient des questions d'éclaircissement. Vous avez la chance, je vous invite à vous présenter au lutrin. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires, des questions d'éclaircissement? Hier, j'avais quelqu'un d'une région, je pense que c'est Robertville, je ne dirais pas Robertville, mais c'était d'une région. Il dit, moi, je fais de la petite mécanique chez nous, je dis quoi, continuer à faire de la mécanique? Oui, tu faisais de la mécanique, pourquoi continuer à faire de la mécanique? Mais si tu me dis que tu imprimais de l'argent dans le sous-sol, c'est illégal, ça va être encore illégal. Okay? Si qu'est-ce que tu fais, c'est légal, ne vous arrête pas. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Un autre exemple, dans ma carrière, j'ai eu souvent des gens qui sont venus me voir. Il y a après mettre une ferme en avant de la maison, il y a du droit à faire ça. Peut-être pas le droit, mais si on n'a pas de règlement pour l'arrêter, on ne peut pas l'amener en cours. C'est pour ça qu'il y a un plan municipal. Oui, monsieur. Allô? C'est juste une question d'éclaircissement, c'est pour les pages, vous avez mentionné, encore là pour mes poules, les zones R6. Dans le plan de zonage rural, telle densité, c'est R1. C'est ça qu'on veut dire? Non, c'est vraiment les zones R6. Et dans le R1, non, en fait, c'est R1 et R6, R6. c'est mini-maison dans le plan de zonage. Oui, mini-maison, puis il y a aussi habitation unifamiliale et unifamiliale. Mais oui, tu as raison, c'est R1 et R6. J'ai pas mis, Dans ma tête, je n'étais pas certain. Mais oui, c'est tout ce qui est rural. Fait que c'est zones ressources R1 et R6. Il manque le R1, mais tu as raison, Elie. OK. Autre question, vous avez mentionné aussi les permis. Oui. Si je suis en zone justement R1 qui est rurale de densité, est-ce que j'ai le droit d'avoir une permis si mon terrain est grand assez? Oui. Okay. C'est avec le 1000 mètres par exemple. Oui. OK. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si on a déjà des coques, est-ce qu'on peut conserver des coques? Si la coque décède, parce que c'est pas éternel, donc c'est bon. Est-ce qu'on peut continuer à avoir des coques? Ben, si ça se fait dans une période continue, mettons, vous avez un coq, vous le remplacez le lendemain qui décède, techniquement, oui, vous avez un droit à vie parce que c'est déjà terminé.
Par contre, pour les nouveaux cas, exemple, c'est surtout pour les zones urbaines, là, on va être honnête, là, ils sont interdits. Mais ils vont être interdits quand ça va rentrer. Très fort. Je vais les employer. D'autres questions, commentaires? Oui, monsieur. Oui. Je sais que ça peut être intimidant, mais c'est pour le bénéfice des autres aussi. Il y a probablement une réponse qui va être donnée qui va satisfaire quelqu'un d'autre qui n'a pas posé la question. Oui, vous avez raison, Mme Couturier. Votre nom? Gaétan, Sportmanie. Ton micro est pas dessus. J'ai vu vite fait que on peut mettre jusqu'à 6 mini-maisons, tiny house sur la terrain. Ma compagnie bâtit des tiny house sur roue. Donc, théoriquement, j'ai 2 terrains, je peux remettre 6 tiny house sur roue sur ces terrains-là. Oui, sur chacun. Ben, si vous êtes dans la zone ARC. Moi, je suis à Stormanie, je ne connais pas les zones. Il faudrait qu'on regarde. Dans le fond, ça, je vous suggère, là. Oui, il faudrait, mettons, si vous me donnez soit votre numéro de lot ou votre adresse, on pourrait aller sur l'outil ensemble, voir dans quelle zone vous êtes, pour vous répondre plus précisément. On pourrait faire ça à la fin. OK. Ouais. Mais oui, théoriquement, si vous êtes dans la zone N6, vous avez 2 terrains, vous pouvez en faire 6 sur un sous. OK, parfait. Merci. D'autres questions, commentaires? Madame, c'est ça. Mon nom, c'est Linda Fenêtre. Je voulais juste, j'ai déjà parlé pour l'histoire des tours de communication dans la région de Sormonie, tout ça, que je disais qu'on n'avait pas de réseau. Ça m'est arrivé que j'ai téléphoné pour voir une clinique. Ça fait que pour voir un docteur. Puis, parce qu'on n'a pas de tour de contrôle de communication, mon téléphone est sur Wi-Fi calling. Puis en mettant Wi-Fi calling, pour téléphoner dans un 911 ou quelque chose, je suis obligée de l'enlever sur 911 sur le Wi-Fi calling. Malheureusement, ce n'est pas une question d'urbanisme, c'est une question de service. Oui, les municipalités n'offrent pas ces services-là, mais on encadre la construction aussi, que jamais que Rogers, Allianz ou la province vient dans projet Beresford, Sormanie construire, mais il n'y aura pas une patte de la tour qui va aller sur ton terrain. Okay? Ça, c'est le rôle qu'on a. L'autre rôle, mais ça, c'est un rôle municipal. On peut demander à nos députés d'intervenir. Mais à l'heure actuelle, la province a toutes les difficultés à construire 12 tours. Oui, c'est ça. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une question d'urbanisme. Nous, il n'y a rien qu'on peut faire autre que gérer la construction, tenir le permis lorsque eux vont décider d'en faire une. On est conscient de ça aussi. Là. Il y a des problèmes même ailleurs là, dans le territoire. Vraiment conscient de ça, madame. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mentionné. On a dit qu'il y avait des commentaires. On a retenu votre commentaire, mais ce n'était pas un document, ce n'est pas un commentaire qu'on peut mettre dans un plan municipal. Mais il a été noté. D'autres commentaires, questions? Bonjour, moi c'est Bruno Haché, 1399 à ma compte. Merci au conseil de venir nous rencontrer. Moi, je veux juste me faire sûr que les gens comprennent que de faire pousser notre nourriture ici, c'est important. Ça fait partie de notre culture, notre tradition. Puis ça devient vraiment important quand il y a des temps d'installer. Pour avoir des poussins, ça prend des cochons. Il y a une différence entre avoir des cochons et une porcherie. Si quelqu'un a quelques cochons, qui utilisent leur fumier pour mettre sur le jardin, il n'y a pas d'odeur qui vient avec ça, c'est une ressource importante pour faire pousser la nourriture. Ensuite, pour ce qui est des trous à trous, c'est déjà bon,
mais ça ne garantit pas que nos prochaines générations ou les prochains gens qui viennent dans la communauté soient capables d'être autosuffisants en nourriture. Ce serait bien d'avoir une disposition pour garder notre tradition de nourriture. Puis, ce que je parle, c'est surtout pour les DSL. Je comprends qu'il y a une différence avec les zones plus urbaines. Mais si je n'ai pas de cochon cette année, puis je décide d'en avoir l'année prochaine, je devrais être capable. Aussi, pour ce qui est des droits acquis, 10 mois, c'est pas suffisant. Ça prend 12, 13 mois parce qu'il y a plein d'événements qu'on fait une fois par année. Ou si mon coq meurt et que ça me prend plus de temps que ça pour m'en trouver un autre de bonne race, il faudrait que ce serait plus qu'un an pour moi. Malheureusement, pour les droits acquis, comme je mentionnais d'entrée de jeu, c'est dans la loi provinciale. Donc, à moins de faire changer la loi pour l'augmenter, on n'a aucun pouvoir actuellement. Cela étant dit, j'ai quand même pris votre commentaire pour l'autosuffisance alimentaire. On pourrait avoir une discussion, est-ce qu'il y a certaines zones que le coq pourrait être justement permis? On pourrait analyser cette option-là. Mais pour les droits acquis, malheureusement, actuellement, tant qu'il n'y a pas de modification de la loi sur l'urbanisme, on a les mêmes idées. J'ai remarqué la même chose dans la liste pour les unités d'animaux. Il mentionne les femelles lapins. Ça veut-tu dire que je peux avoir autant de mâles lapins que je veux, ou ça veut dire que mes lapins ne peuvent pas avoir TD parce que je n'ai pas de mâles? Actuellement, dans le fond, selon le choix qui a été pris, c'est celui-là que tu as là. Par contre, comme on le mentionnait, si jamais il y a une espèce qui n'est pas listée, ben là, on pourrait voir si on l'ajoute dans le fond directement pour en la troisième lecture. Mais si jamais il y a un animal qui n'est pas listé, c'est pas que c'est interdit, c'est juste qu'il faut faire une demande à la commission. Merci pour votre temps. Merci. D'autres questions? Oui, madame. L'île Lagacé, 1885, chemin d'école. Pas sûr que vous ne savez pas ce que c'est sur votre chemin de Pour les unités des animaux, justement, la formule ou le tableau que vous avez présenté là, est-ce que ça va pour tout le monde, peu importe ce qui se passait dans le passé? Ou si dans le passé, moi par exemple, comme que je supporte un peu ce qu'il disait, mes parents, mes beaux-parents, ils vivent à Beresford, à Bathurst, ne peuvent pas avoir de cochons. Puis nous autres, habituellement, on a 4 cochons, des fois 6 cochons par année, mais ça fournit moi, mes parents, mes beaux-parents, mes enfants, parce qu'on a 5 enfants. Si tu nous limites à 1 ou 2 cochons par année, ça veut dire que je me débarrasse de mes poules à viande, qu'on supporte aussi nos enfants avec ça, nos dindes, qu'on supporte aussi nos enfants, puis nos parents, nos beaux-parents avec ça aussi. Est-ce que ce tableau-là, va-tu pour quelqu'un qui s'établit à nouveau, ou ça va pour n'importe qui habite dans votre zone? Bien, dans le fond, si actuellement vous avez déjà plus que ça, puis qu'il n'y avait pas de norme dans un décès, je comprends, vous pouvez continuer de le faire. Par contre, dans les nouvelles personnes, effectivement, ce serait ce tableau-là qui s'appliquerait. Pour les fermettes, je sais que ça peut être. Il y a des cas de figure. Il ne faut pas oublier non plus que si vous faites de l'agriculture, au sens de l'agriculture, ça ne rentre pas là-dedans pantoute. Si vous avez, mettons, un permis du ministère de l'Agriculture pour avoir 42 chevals ou plus d'unités, vous ne tombez pas là-dessus, vous avez un permis du ministère de l'Agriculture. Donc, ça n'empêchera pas ça, évidemment. Mais si vous avez un cas particulier, comme on le disait, on pourrait l'analyser au cas par cas. Fait que, vous dites, écoute, moi j'ai 10 hectares de terre, j'aimerais ça avoir une permission spéciale dans mon secteur, ça pourrait être analysé par le comité consultatif d'urbanisme, il y aura une recommandation peut-être au conseil à ce niveau-là. Deuxième chose, les chemins, je peux en parler ici? Ou? On ne contrôle pas les chemins, c'est la province qui contrôle ça. Vous pouvez Comme donner votre commentaire. Vous pouvez donner votre commentaire, puis on va l'amener à la province, là, mais nous, on n'a pas de contrôle. Ah, OK. Peut-être l'idéal, vous avez des questions autres que le plan d'urbanisme. On appelle ça une main hier, là, que ça s'appelle les poubelles, les kits, qui n'est pas le plan d'urbanisme. On va rester après la réunion. On va entendre vos questions, le DG avec nous autres. On l'a fait hier, on va le faire à ce moment aussi. Les autres sortes de questions. Désolé, j'ai oublié de mentionner ça au début. D'autres commentaires? Questions? Première fois, une fois. Commentaires, questions, deuxième fois. Troisième fois et dernière, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient
Poser des questions, rajouter des commentaires. Merci. 5. Résolution. Demande de deuxième avis du CRU. Deuxième avis du CRU, le CRU, c'est un comité de citoyens qui va regarder le travail qu'on a fait. Encore, ce sont vos yeux, vos représentants, puis ils vont fouiller dans ça, puis ils vont nous faire des recommandations. Puis là, nous, ça sera en fait une résolution pour l'envoyer au CRU pour qu'eux analysent notre travail. Attendu que la municipalité de Belleville souhaite adopter un nouveau plan municipal et un nouvel arrêté de zonage afin d'encadrer le développement du territoire de manière cohérente, durable et conforme à sa vision d'aménagement. Attendu que la municipalité a mené des consultations publiques permettant aux citoyens de soumettre leurs commentaires, préoccupations et propositions de modification concernant le projet de nouveau plan municipal ainsi que le projet d'arrêté de zonage. Attendu que la municipalité souhaite assurer la transparence du processus et s'assurer que les membres du conseil municipal disposent d'un résumé clair et complet de toutes les modifications proposées par les citoyens avant de prendre une décision finale. Attendu qu'il y a eu des modifications substantielles au projet d'arrêté en vertu de la loi sur l'urbanisme. Depuis la publication des avis, un deuxième avis du comité consultatif en matière d'urbanisme est donc nécessaire afin de permettre au conseil municipal une prise de décision éclairée et de refléter adéquatement les commentaires recueillis. Attendu que la séance du comité consultatif régional en matière d'urbanisme aura lieu à la CSA Chalard le 13 janvier 2026 à 18h30. Il est résolu que le conseil municipal de Belleville demande formellement l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme concernant le projet du nouveau plan municipal ainsi que le projet de l'arrêté de zonage qui l'accompagne. Conseiller, conseillère, vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition. Charles, quelqu'un peut appuyer. Madame Couturier. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 5.2. Suite au départ de notre trésorier, on se doit de nommer un trésorier adjoint ce soir. Donc, Madame Greffière. Attendu que l'article 73 de la loi sur la gouvernance locale indique que tout conseil qui est autorisé à nommer un fonctionnaire peut aussi lui désigner un suppléant, soit en cas d'absence, pour cause de maladie, pour toute autre raison, ou soit d'un fait de la vacance du poste. Il est résolu que Paolo Fongini soit nommé trésorier adjoint en plus de son rôle de direction générale. Vous avez entendu la résolution, quelqu'un peut en faire la proposition. Marie, appuyée par Anne. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Ça clôt notre réunion, mais on va rester ici un bout s'il y avait des questions qui sont autres que le plan municipal, n'importe quelle question liée à la municipalité. On va faire notre possible pour répondre.